Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet, bonsoir. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en France. C'est ce que le président a répondu à une retraitée qu'il a interpellée aujourd'hui. Emmanuel Macron estime que notre pays se porterait autrement si les Français se plaignaient moins. Et justement, l'INSEE est plutôt optimiste pour les mois à venir. Pouvoir d'achat et chômage, l'Institut annonce de bonnes nouvelles pour la fin de l'année. Quand il y a tellement de plaignants qu'il faut réquisitionner le parc des expositions, ouverture aujourd'hui à Amiens du procès intenté par 832 ex-salariés de Goodyear qui dénoncent leur licenciement il y a 4 ans. L'homme qui avait giflé une jeune femme devant un café parisien cet été, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison ferme. Le mystère des enfants nés sans main ou sans bras, 4 notamment dans une petite ville du Morbihan. On sera sur place. L'agence Santé publique France n'a pas d'explication. 14 ans après la mort de Canel, une femelle ours relâchée ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques. Certains éleveurs ont déjà prévu de lui faire la peau. Le foot, 3 clubs français ce soir en Ligue Europa. Bordeaux et Rennes s'inclinent respectivement face à Copenhague et Astana. Marseille joue en ce moment contre les Chypriotes de Limassol, 0-0 à la mi-temps. La météo, Elena Morna nous annonce une très belle journée d'été pour demain avec des températures qui atteindront 30 degrés dans le sud-ouest. Mais il va falloir bien en profiter car après, c'est fini. Votre rendez-vous tous les soirs à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir, toujours dans le cadre du salon de l'automobile, le directeur de la marque DS, Yves Bonnefond. Europe 1. Et à la une donc, une nouvelle fois, le franc-parler d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était à Colombey-les-Deux-Églises en ce jour du 60e anniversaire de la Constitution, sur les terres du général de Gaulle. Donc, lors d'un bain de foule, le président a été interpellé par des retraités, notamment par une dame qui se plaignait de sa faible pension. Voici ce que Emmanuel Macron lui a répondu. Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ça n'était comme ça. Non mais, on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Écoutez, on vit de plus en plus vieux dans notre pays en bonne santé. On va tout faire. On fait tout et je peux vous dire qu'on investit, on a une santé de qualité. On a bien travaillé. Vous avez travaillé, vous avez payé la retraite de ceux qui étaient avant vous, qui vivaient moins longtemps. Je suis obligé de construire une société où il y a les bonnes solidarités et où il y a la bonne énergie. C'est-à-dire il faut des gens pour produire, pour qu'on puisse ensuite redistribuer. Et ça, c'est normal. Oui. Et il faut que le système soit juste avec tout le monde. Emmanuel Macron à Colombey-les-Deux-Églises cet après-midi au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudot. Le président qui a par ailleurs qui n'a pas souhaité commenter davantage la crise au sein du gouvernement après la démission de Gérard Collomb. Il a seulement indiqué que le nom du prochain ministre de l'Intérieur serait annoncé en temps voulu. L'INSEE a publié ce soir ses prévisions de croissance avec une bonne nouvelle. Le chômage devrait continuer de diminuer légèrement d'ici la fin de l'année pour s'établir à 8,9% de la population active. L'INSEE qui prévoit également 1,6% de croissance, mais qui nous annonce aussi une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, Emmanuel Dutheil. Notre pouvoir d'achat devrait progresser d'ici à la fin de l'année. Alors c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, notamment pour ceux qui fument et qui ont vu le prix des cigarettes augmenter, ou pour ceux qui utilisent beaucoup leur voiture, qui ont vu le prix des carburants augmenter. Qu'est-ce qui va baisser? Eh bien, les charges sur nos salaires, les charges notamment chômage et santé, et ça va faire monter le salaire de ceux qui travaillent. Et il va également y avoir, pour une bonne partie de la population française, une baisse de la taxe d'habitation. C'est en effet cette année la baisse du premier tiers de la taxe d'habitation. Ce sera totalement supprimé en 2020. Donc ça va booster le pouvoir d'achat, comme on dit, ce qui devrait donc permettre à la consommation, à notre consommation, de progresser sur la fin de l'année, et ce qui devrait donc soutenir la croissance. Mais l'INSEE a quand même quelques petits doutes, notamment un doute sur le fait que l'on consomme véritablement, puisque on pourrait finalement ne pas trop se rendre compte de cette évolution de notre pouvoir d'achat et juste tenter d'épargner un petit peu en se disant que demain sera peut-être moins intéressant. Les précisions d'Emmanuel Dutheil. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h04. La suite de votre journal, et c'est un procès hors norme qui s'est ouvert aujourd'hui à Amiens. Un tribunal n'aurait pas suffi, c'est donc le parc des expositions qui a été réquisitionné pour l'occasion. Procès intenté par 832 ex-salariés de Goodyear. Ils attaquent leur ancien employeur au prud'homme pour dénoncer des licenciements, selon eux, sans cause sérieuse. En 2014, le groupe avait annoncé la fermeture de leur usine, entraînant la disparition de 1143 emplois. Lionel Gougelot sur place pour Europe 1.
Eh bien écoutez, l'objectif de ces ex-salariés, il est très clair, faire payer Goodyear et obtenir des indemnisations en moyenne entre 2 et 4 ans de salaire quand les prud'hommes auront reconnu qu'il n'y avait aucune justification économique aux 1143 licenciements et à la fermeture du site d'Amiens Nord. Et pour cela, eh bien, les anciens Goodyear et leurs avocats ont un argument massu. L'année de la fermeture, le groupe américain avait enregistré des bénéfices records, on parle de 2,5 milliards de dollars, et distribué à ses actionnaires des dividendes multipliés par 4 par rapport à l'exercice précédent. Alors c'est vrai, l'image de ces 4 à 500 ex-salariés Goodyear rassemblés pour cette audience dans le grand auditorium du Zénith d'Amiens était assez saisissante aujourd'hui. On aperçut encore beaucoup de rancœur et de colère vis-à-vis du géant américain du pneumatique. Il suffit pour cela d'écouter Michael Vamin, le leader de la CGT. Nous, la seule chose qu'on voulait, c'est continuer à exister, continuer à aller travailler. C'était pas la panacée chez Goodyear. J'étais pas super content d'y bosser, mais j'étais super content d'y retrouver mes amis, d'avoir une raison d'exister, une raison de vivre, simplement travailler. Et ça, on me l'a volé. Alors cet après-midi, les salariés ont écouté les arguments des avocats de la direction qui ont fait valoir que la fermeture du site avait été rendue inéluctable du fait du manque de compétitivité de l'usine et de l'opposition systématique de la CGT aux différents plans de relance ou de reprise. Des arguments qui ont fait bouillir intérieurement les salariés qui devront maintenant attendre 3 ou 4 mois la décision de ce Conseil des prud'hommes. Lionel Gougelot à Amiens pour Europe 1. Autre procès qui se tenait aujourd'hui, celui de l'homme qui avait giflé une jeune femme fin juillet à Paris. La scène avait été captée par des caméras de vidéosurveillance et les images avaient même fait le tour du monde. Marie Laguerre, une étudiante de 22 ans, avait répliqué verbalement après des insultes obscènes. L'homme n'avait visiblement pas supporté, il l'avait donc frappé, lui avait même envoyé un cendrier à la figure. Ce soir donc, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve. Le tribunal correctionnel de Paris lui impose également un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes, un point qui tenait tout particulièrement à cœur à Marie Laguerre. J'ai trouvé ça très positif, très satisfaisant, ce côté qui a été pris en compte de sensibilisation autour de la question des violences faites aux femmes. Donc, puisqu'il va devoir suivre un stage, je trouve ça vraiment fort comme symbole. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte du contexte, il y a une prise en compte de la souffrance des femmes, et il y a une prise en compte de la nécessité d'ouvrir la discussion et d'aller faire comprendre aux harceleurs en fait, la portée de leurs actes. Après, à titre personnel, je pense quand même que j'ai une chance incroyable. Très peu de personnes ont son harceleur agresseur qui se retrouve jugé comme ça. Donc rien que pour ça, j'ai énormément de chance. Mais ça devrait être comme ça pour tout le monde. Marie Laguerre au micro Europe 1 de Salomé Legrand. La Madoff de Touraine, condamnée à 3 ans de prison ferme, accusée d'avoir escroqué une 60aine de personnes pour plus de 4 millions d'euros. Elle avait mis sur pied une vaste escroquerie de type pyramidal, semblable à celle pratiquée par le fameux Bernard Madoff. Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 22h08, c'est la suite de votre grand journal de la nuit et le mystère de ces enfants nés sans main ou sans bras. Depuis 10 ans, 3 régions françaises sont confrontées à ce phénomène dans l'Ain, le Morbihan et en Loire-Atlantique, des enfants qui naissent avec des anomalies aux membres supérieurs. Alors, simple hasard ou possible scandale sanitaire, l'agence Santé publique France s'est penchée sur la question. Elle n'a pas d'explication. François Coulon, vous vous êtes rendu à Guidel, dans le Morbihan, 11 000 habitants, François, et 4 enfants qui présentent des malformations. Oui, je vous présente Charlotte qui est un amour de petite fille de 6 ans. Charlotte et sa différence. J'ai un petit bras à la main gauche. Et tu sais pourquoi? Non. Tu as demandé à tes parents? Oui, mais eux aussi ils savent pas. C'est important pour toi de savoir un jour? J'aimerais bien pour comprendre ce qui s'est passé. Comme ça, quand quelqu'un se moque, je peux leur dire ce qui s'est passé. Comme ça, ils se moquent plus. Alors la maman de Charlotte, Isabelle, qui est médecin, est effondrée devant l'absence d'explication de Santé publique France qui a tenu un point presse ce matin. 4 cas de malformation en 18 mois dans une même commune de 11 000 habitants. Le phénomène est à ses yeux suffisamment exceptionnel pour mériter des investigations supplémentaires. On est en train d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a rien à chercher. Je suspecte un scandale de santé publique. Il y a plein de zones qui ne sont pas sous surveillance. Ça crée un énorme malaise. J'espère pas que ça retombe comme un soufflé. On dit ok, Santé publique a remis son rapport, ils n'ont rien trouvé, voilà, on passe à autre chose et demain on n'en parle plus. Pour trouver, il faut continuer à chercher. On se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a balancé quelque chose dans la flotte? Est-ce qu'un agriculteur a utilisé un pesticide qui était interdit? C'est des questions qu'on se pose évidemment. Voilà un élément important pour conclure. Toutes les recherches menées n'ont porté que sur 19 départements. Les autres ne disposent pas de registre des malformations congénitales.
François Coulon à Guidel dans le Morbihan. L'Assemblée nationale autorise l'État à descendre en dessous du seuil des 33% des parts dans le capital d'Engie, ex-GDF Suez. Elle ouvre ainsi la voie à un désengagement total ou partiel de l'État dans ce groupe stratégique du secteur de l'énergie. Et puis les députés ont également donné leur feu vert aujourd'hui à la vente de tout ou partie des parts de l'État dans la Française des Jeux et dans Aéroports de Paris. C'est un problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, des délais d'attente interminables pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, 87 jours d'attente en moyenne jusqu'à 168 dans le Finistère. Et bien aujourd'hui, la Cour des comptes vient de proposer que les opticiens et les orthoptistes soient formés afin de pouvoir prescrire, eux aussi, des verres correcteurs et des lentilles de contact, Olivier Samin. Oui, quelle est la situation aujourd'hui ? Votre opticien n'a le droit de vous délivrer des verres qu'à partir d'une ordonnance de l'ophtalmo. La seule initiative qu'il peut prendre, c'est de vous renouveler vos verres si votre vue a baissé, mais toujours à partir de l'ordonnance que l'ophtalmo vous a faite au départ. Ce que propose la Cour des comptes, c'est d'autoriser les opticiens et les orthoptistes à prescrire les verres sans ordonnance préalable de l'ophtalmo. Tout ça moyennant un renforcement de leur formation. Les ophtalmos, eux, resteraient là pour s'occuper des affections plus graves de la vue. Alors pourquoi une telle proposition ? Eh bien parce que les ophtalmos sont de moins en moins nombreux. Ils sont à peine 6 000 aujourd'hui en France et les délais d'attente pour un rendez-vous sont de plus en plus longs. 87 jours en moyenne et jusqu'à 160 jours dans certains départements comme le Finistère. Alors il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt si celui qui prescrit les lunettes est aussi celui qui les vend ? La Cour des comptes y a bien pensé et elle suggère que le prescripteur ne puisse pas être le vendeur. En clair, vous iriez chez un premier opticien pour vous faire prescrire vos lunettes et vous iriez chez l'opticien d'en face pour les acheter. Est-ce que ça pourrait bien fonctionner ? Ça, c'est pas sûr. Eh bien, merci en tout cas Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, les sénateurs républicains ont annoncé ce soir leur intention de confirmer la candidature du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Ils estiment que l'enquête du FBI qui porte sur les accusations d'abus sexuels le concernant, que cette enquête n'est pas convaincante. Malgré l'opposition de certains éleveurs, une ours slovène a été relâchée ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques pour déjouer les barrages qui avaient été installés dans la vallée d'Aspe. L'animal a été élitreillé à bord d'une cage. Les opposants ne décolèrent pas, surtout qu'une autre ours doit prochainement rejoindre celle-ci. Ils promettent de la traquer sans répit. Mais cette réintroduction a aussi des partisans, comme ce monsieur, Gérard Cossimon, militant pro-ours depuis 40 ans et président du Fonds d'intervention éco-pastorale. Ça fait 14 ans après la mort de Canel qu'on attendait ça. Ça fait 14 ans aussi après que l'IPHEB ait décidé le renforcement de 2 ours et que ça n'a jamais eu lieu. Donc en fait aujourd'hui on restaure ce que l'homme a détruit précédemment en tuant les 2 dernières femelles en 1994 et en 2004 où l'espèce était aujourd'hui chez nous au bord de l'extinction. Et n'oublions pas que depuis 2008, ça fait 10 ans qu'il y a des concertations, des commissions, des missions, des inspections, des voyages à l'étranger qui ont été menés sous l'égide du ministère, de la préfecture, etc., sans suite. Donc aujourd'hui, chapeau à la décision gouvernementale et son application sur le terrain. Gérard Cossimon, militant pro-ours au micro de Stéphane Place. Les anti-ours, eux, promettent d'organiser une battue pour effaroucher la nouvelle venue. La prochaine cérémonie des Césars sera dédiée à Charles Aznavour. Alain Terzian rappelle qu'en plus d'être un monument de la chanson française, Aznavour était aussi acteur. Il a joué dans une 60aine de films dirigés notamment par Truffaut, Chabrol, Lelouch. Et puis c'est demain matin que dans la Cour des Invalides qu'aura lieu l'hommage national à Charles Aznavour à partir de 10h, en présence notamment d'Emmanuel Macron, mais aussi du Premier ministre arménien. Et en plus des personnalités, le public a été convié à assister à cette cérémonie. Charles Aznavour qui sera inhumé samedi en début d'après-midi dans la plus stricte intimité en banlieue parisienne. Le foot, la Ligue Europa, 3 matchs ce soir. Rennes s'est incliné sur la pelouse d'Astana au Kazakhstan 2-0. Bordeaux a été battu à domicile par Copenhague 2-1. Marseille joue en ce moment chez les Chypriotes de Limassol 1-0 pour l'instant pour Marseille. Un but de Dimitri Payet à la 50e minute. On vous tient au courant de la suite évidemment. Et puis avant l'Islande et l'Allemagne la semaine prochaine, la liste de Didier Deschamps avec le retour de Mamadou Sakho en défense et également avec une première sélection pour le milieu de terrain lyonnais Tanguy Ndombele. Au niveau de ses qualités, il sait un peu tout faire au milieu. Il a un bon volume de jeu, puissance, il a une très bonne qualité technique. Et depuis un bon moment avec Lyon, il a un peu plus de régularité. La saison dernière, c'était peut-être un peu plus intermittent. Aujourd'hui, il arrive à avoir plus de régularité dans ses performances. Après, je vous cacherai évidemment que oui, c'est
c'est en lien direct avec la blessure de Corentin, bien évidemment. Et le Corentin dont parle Didier Deschamps, c'est Corentin Tolisso qui est blessé. Le sélectionneur des Bleus était au micro européen de Simon Rubin. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna, et vous avez, comme prévu, une très bonne nouvelle pour demain, mais moins bonne pour la suite. Je vous propose de nous concentrer sur ce vendredi estival, Isabelle. Soleil partout après dispersion des brouillards matinaux. Alors, on en aura moins qu'aujourd'hui. Les plus tenaces se situeront sur les bords de Manche et dans les vallées de l'Est. Quelques nuages aussi portés par un vent marin sur le golfe du Lion, le matin seulement. Et quelques orages en fin de journée sur la Corse. Alors, sur le Finistère, le ciel se couvrira en fin de journée. Des nuages qui précèdent une dégradation pluvieuse pour le week-end. On passe aux températures. Les températures 20 à 30 degrés du nord au sud demain après-midi. Des températures de cœur de l'été, avec 21 à Brest, 23 à Rouen, à Lille, 24 à Paris, à Strasbourg et Bastia, 25 pour Montpellier, 26 à Tours et Grenoble, 27 à Lyon, à Marseille et à Toulouse, 28 à Clermont-Ferrand et 29 à 30 degrés au sud de la Garonne. Alors oui, il faudra profiter de cette belle journée. Comme je vous le disais, la pluie arrive samedi par le nord-ouest et la Méditerranée. Et puis dimanche, ce sera gris et humide et beaucoup plus frais. Aïe aïe aïe, la météo signée Elena Morna sur Europe 1.